on commence ce journal, Marc, avec les premières ventes à Paris de logements à prix cassé. Et vous le savez, Philippe, la ville de Paris veut permettre aux familles de classe moyenne d'accéder plus facilement à des logements à prix réduit, plus précisément 2 fois moins cher que le marché. La commercialisation des premiers biens ont été lancés cette semaine à Paris, dans le 14e arrondissement. On poursuit, Marc, avec une étude de PAP sur les boomers, ces retraités ou en passe de l'être, qui sont aujourd'hui libres et mobiles. Et oui, et libérés des contraintes liées au travail et des contraintes familiales. Les boomers interrogés par PAP sont plus de 62% à déclarer la retraite comme une raison en soi de déménager. Ces boomers se distinguent aussi par une capacité migratoire que l'on ne retrouve pas dans les autres groupes de population interrogés par PAP. Ainsi, ces boomers sont 42% à déclarer rechercher un nouveau logement à plus de 100 km de leur lieu de résidence habituel. Philippe, pour terminer ce journal, l'histoire de la semaine, et cette semaine, vous nous racontez cette squatteuse multirécidiviste qui sévit actuellement sur la Côte d'Azur et qui a, allez, disons-le, un profil assez particulier. Très particulier, Marc. Ça se passe en ce moment du côté de Cannes, où une quinquagénaire qui s'est installée dans un studio en janvier dernier avec un bail d'1 mois a fini à l'issue de son bail par changer les serrures et depuis refuse de rendre l'appartement à sa propriétaire. Mais on apprend à la lecture de la presse locale que la squatteuse n'en serait pas à son coup d'essai, puisqu'avant de louer ce studio, elle occupait un autre bien, toujours sur la Croisette, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait d'un appartement de standing de 100 mètres carrés. La locataire indélicate est partie en laissant une ardoise de plus de 40 000 € de loyer impayé. Plus étonnant encore, d'après nos confrères du Figaro, cette quinquagénaire est actionnaire d'une SCI qui possède, vous savez quoi ? Non. Un superbe yacht amarré dans le port de plaisance de Cannes. Alors, dormir sur un yacht, c'est vrai qu'il y a un peu de vagues la nuit, mais ça peut bercer quand même. Mais en effet, vous avez raison, squatter un studio quand on possède un yacht amarré juste en face de ce fameux studio, c'est quand même pas banal. Merci Philippe. Tout de suite, le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Et dans le Mac de la semaine, on parle aujourd'hui des camping-cars, Marc. Et avec nous pour en parler, Jean-Michel Gallès qui est avec nous en studio ce matin. Il est rédacteur en chef à Camping Car Magazine. Et Corinne Joly, elle est présidente du groupe PAP. Bonjour Jean-Michel Gallès. Bonjour. Alors, on le voit depuis quelques années et peut-être plus encore depuis le confinement de mars 2020, les Français deviennent complètement dingos de camping-car. Comment on explique cet engouement ? Alors, effectivement, c'est vrai que le camping-car est de plus en plus apprécié par les Français qui sont en quête de liberté. Et le confinement et la fermeture des frontières ont accéléré ce phénomène. Et beaucoup de personnes se sont intéressées au camping-car, voyant dans ce véhicule une façon de s'évader facilement, tout en restant dans une bulle sanitaire qui les protège du virus. Et l'été dernier, les gens, par exemple, se sont rués sur les locations, notamment, et beaucoup se sont rendus chez les concessionnaires pour acheter même du neuf ou de l'occasion. Et il y a beaucoup de transactions qui ont été réalisées. Notamment sur les premiers prix, mais également sur du plus haut de gamme. Plus haut de gamme. Alors Jean-Michel, pourtant quand même, on entend encore des a priori sur les camping-cars. C'est trop bruyant, c'est réservé aux vieux. Il paraît. C'est sympa pour Jean-Marc Ayrault. Il y en a d'autres. Voilà. Mais ça a quand même des avantages. Jean-Marc Ayrault qui, entre parenthèses, avait un camping-car. Absolument, c'est pour ça. Un Volkswagen. Tout à fait. Volkswagen non, aujourd'hui, ces a priori, en fait, on peut les écarter. Hein. Les camping-cars modernes, aujourd'hui, n'ont plus ces défauts. Les bases mécaniques qui sont animées par des moteurs effectivement qui sont du diesel, hein, il n'y a pas autre chose, mais qui répondent aux dernières normes européennes. Ils sont aujourd'hui très peu polluants. Et d'ailleurs, des études ont montré que le bilan carbone d'un camping-car est en dessous de celui de l'usage d'une résidence secondaire ou de la location d'une chambre d'hôtel ou d'un gîte. Ouais. Et quant à la catégorie d'âge des utilisateurs, il s'abaisse avec les vannes et les fourgons aménagés qui ont aujourd'hui le vent en poupe et qui attirent donc un public plus jeune, plus actif. Et donc
on explique ça aussi par le fait qu'un fourgon peut servir de deuxième véhicule, voire de premier véhicule. Jean-Michel, justement, ça coûte cher un camping-car ? Alors, acheter un camping-car, c'est forcément un investissement. On parlait de prix est assez compliqué. On peut trouver de très bons véhicules d'occasion à partir de 10-15 000 euros. Pour ceux qui préfèrent du neuf, il faudra débourser entre 45 et 55 000 euros. C'est vraiment un minimum. Les modèles les plus chers atteignant des sommes effectivement très très élevées, entre 700 000 et 1 million d'euros. Ah oui, quand même. Non, mais c'est un peu comme dans le nautisme. Oui. Hein. Mais bon, il faut savoir aussi que la décote des camping-cars est assez faible, puisque le marché de l'occasion est en tension. Et donc la loi de l'offre et de la demande m'a fait le reste. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Présidente de PAP. Un camping-car, est-ce que ça peut être une alternative à, on en parlait tout à l'heure, à une résidence secondaire ? Ouais, plus classique. Financièrement, apparemment, ça peut être une alternative. Oui. Une résidence si vous avez secondaire plusieurs entre 700 000 et 1 million d'euros, oui. Non, c'est vrai que c'est une option que pas mal de propriétaires considèrent quand on réfléchit au projet résidence secondaire, parce que l'un des inconvénients de la résidence secondaire, évidemment, c'est que vous allez toujours en vacances au même endroit. À un moment, vous pouvez quand même avoir envie justement de liberté et d'aller ailleurs. Avec le camping-car, vous gardez votre liberté, vous êtes nomade, et c'est vrai que c'est assez tendance en ce moment. Et puis, vous emmenez toutes vos affaires avec vous, donc c'est assez pratique. Nous, pour l'anecdote, on a quand même un certain nombre de propriétaires qui louent leur résidence principale en été, et qui partent en camping-car pendant 2 mois. Donc, ils vivent quelque part un peu dehors pendant 2 mois, pendant tout l'été. Ils ont des vacances plus ou moins gratuites, justement parce qu'ils louent leur maison pendant ce temps. Donc, au final, financièrement, ça, c'est un très, très bon plan. Mmh. Corinne, avant de se lancer dans l'aventure camping-car, vous auriez quelques conseils ? Alors, je vais donner aucun conseil sur le type de camping-car à acheter parce que j'y connais vraiment rien. Moi, je crois qu'on m'a perdu en parlant de diesel. Vous savez, le diesel, c'est la pompe où c'est jaune, vous savez. C'est vert, c'est du sans-plomb. Petite confidence, je n'ai pas le permis. Donc, vous voyez, je suis très très loin du camping-car. Mais bon, j'ai quand même envie de dire, comme pour chaque achat important, parce que financièrement c'est important, il faut absolument bien réfléchir à ses besoins. Comment est-ce que vous allez l'utiliser, à quelle fréquence, avec qui, est-ce qu'il va y avoir des enfants ou pas, etc. Bref, il faut bien définir ses besoins. Et puis, il ne faut pas idéaliser non plus. On a parlé de tous les avantages du camping-car, c'est bien. Maintenant, l'inconvénient par rapport à la résidence secondaire, c'est généralement quand même la place. Un camping-car, ça implique un mode de vie un peu minimaliste. Donc, si par exemple, vous êtes du genre à partir avec 10 valises, dites-vous que ce n'est peut-être pas pour vous. Voilà, après, je pense que Jean-Michel a des meilleurs conseils que moi parce que j'ai l'impression qu'il est plus calé en camping-car. Justement, Jean-Michel, vous n'avez pas un dernier petit conseil pour les auditeurs ? Moi, ce que je dis toujours aux personnes qui nous appellent à la rédaction, c'est que pour être sûr que le camping-car plaît, il faut d'abord commencer quand même par une location pour se mettre en situation. Ensuite, la conduite, c'est autre chose. Au volant, il ne faut jamais stresser parce que c'est un véhicule quand même assez imposant. Il faut rester zen. L'intérêt, c'est aussi d'éviter les bouchons, et pour ça, on emprunte les petites routes. Les camping-caristes empruntent assez peu les autoroutes, et justement, le fait d'emprunter les petites routes, ça permet de faire des découvertes. Et le dernier conseil que je préconise, c'est de partir surtout avec 2 ouvrages essentiels. Le premier, c'est le guide officiel des aires de service, qui référence plus de 4000 aires en France, où on peut stationner. Et le deuxième ouvrage, c'est celui que l'on présente ici, c'est France Passion, le guide France Passion, qui recense plus de 2000 adresses chez des vignerons, des agriculteurs, qui prêtent une partie de leur terrain pour y passer la nuit. Ce serait une excellente idée de faire un jour, on part Limo dans un camping-car, non mais chez un vigneron. Alors, justement, Jean-Michel... Et c'est moi qui conduis. Sans permis, hein. Sans permis, ça va donner. Jean-Michel Gallès, qu'est-ce qu'on trouve dans le dernier numéro de Camping Car Magazine, a priori les plus belles étapes de France? Oui, tout à fait. Alors, nous avons référencé des belles étapes où on peut stationner en France, mais ces étapes ont une particularité, c'est qu'elles se trouvent toutes au bord de l'eau, et donc on peut s'adonner aussi à la pêche, parce que à la pêche, et puis la promenade, à la randonnée, enfin, des lieux sympathiques.
Merci beaucoup Jean-Michel Gaz d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. Corinne Joly, on vous retrouve tout à l'heure pour un coaching immobilier sur justement les résidences secondaires. D'ici là, on a Michel Leschneau avec nous. Il était au fond du camping-car. Oui. Il se rapproche du micro. Bonjour Michel Leschneau. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va bien. Bon, alors dites-moi, Michel, rédacteur en chef à Se Loger, 3 461 €, c'est le chiffre de la semaine, à quoi ça correspond? Je vais vous laisser voir, Marc, mais ça n'a rien à voir avec les camping-cars. Alors, les 3 461 €, c'est le prix de vente au mètre carré d'une maison en France dans l'ancien, selon le baromètre LPI Se Loger. D'accord, mais dites-moi, ce prix, est-ce qu'il augmente? Oui, Marc, et pas qu'un peu. Sur un an, les prix des maisons augmentent de, écoutez bien, 8,5%. Ah oui, c'est pas rien. Oui, je vous le fais pas dire, Marc. On n'avait pas connu une telle hausse depuis le milieu des années 2000. À titre de comparaison, en février 2020, la hausse sur un an n'était que de 5,5% et elle se limitait à 3,5% sur un an en février 2019. Mais Michel, pourquoi les prix ils augmentent autant? Écoutez Marc, depuis le premier confinement, les citadins se sont découverts des envies d'espace, d'extérieur et de verdure. Beaucoup veulent aussi disposer d'une pièce où ils pourront télétravailler sans risquer d'être dérangés. Du coup, ils se ruent sur les maisons, mais les stocks n'étant pas extensibles, les prix montent. C'est mécanique. Alors, en 2021, si je vous comprends bien, le nouveau luxe, c'est donc l'espace. Eh oui, Marc, avoir de la place pour vivre, pour recevoir ses amis, pour cuisiner, c'est essentiel. D'ailleurs, tout ça me fait penser à ce mafieux qui était en cavale depuis 2014 et qui vient de se faire prendre suite aux vidéos de cuisine italienne qu'il postait sur YouTube. Car si son visage était flouté, ses tatouages étaient bien visibles et ils ont permis à la police de remonter jusqu'à lui. Mais dites-moi, Michel, pourquoi vous nous parlez de cette histoire de mafieux qui s'est fait pincer à cause de ses tutos de cuisine? Quel rapport avec votre chronique? Écoutez, Marc, parce qu'à vous, ça ne risque pas de vous arriver. L'autre jour encore, votre femme me disait que vous n'aviez jamais mis un pied dans la cuisine de votre maison. Ouais. Vous savez quoi, franchement, coin cuisine dans un camping-car, je sais où il est. J'ai eu peur, Michel Leschneau, j'ai cru que vous alliez dire on sait que vous êtes mafieux, mais on sait que vous ne savez pas faire la cuisine. C'est pour ça. Ouais, exactement. Non, j'ai pas osé. Non, vous n'avez pas osé. Vous avez bien fait. Retournez dans votre coin cuisine, au fond du camping-car, au milieu. Bonne journée à tous. Merci. À la semaine prochaine. Merci Marc, merci Michel Leschneau. On parle IMO, on se retrouve dans quelques instants. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve, Marc, avec Corinne Joly qui a les clés du camping-car à la main. C'est ça. Bonjour, rebonjour Corinne. Alors Corinne, on a beaucoup parlé ces derniers temps de ces gens qui partaient passer leur confinement dans leur résidence secondaire et du coup c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce vraiment intéressant d'acheter une résidence secondaire? C'est sûr que quand on est confiné avec ses enfants, on voit bien l'intérêt de la résidence secondaire. C'est sûr. Voilà, donc en ce moment, j'ai pas besoin d'expliquer l'intérêt. Maintenant, plus sérieusement, le problème principal de la résidence secondaire, évidemment, il est financier. C'est d'abord un investissement qui est important, donc il faut pouvoir se le permettre et c'est vraiment pas possible pour tout le monde. Et ensuite, c'est une charge tous les ans. Donc, sur un plan strictement financier, en gros, ça n'a aucun sens d'acheter une résidence secondaire, pour être clair. Il faut raisonner là en termes de plaisir et en gros, quelle somme êtes-vous prêt à mettre pour avoir cet agrément-là? Mais pardon Corinne, une résidence secondaire, c'est des budgets de fonctionnement, c'est cher ça, non? Eh bien oui, justement, il y a pas mal de dépenses courantes à prévoir. Déjà, il y a tous les impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation, taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Ensuite, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, il faut assurer la maison. Sinon, en cas de sinistre, là, c'est vraiment la banqueroute. Soit vous prenez une assurance spécifique résidence secondaire, soit vous prenez une extension du contrat de votre résidence principale. Mais dans les deux cas, évidemment, ce n'est pas gratuit. Après, il faut penser à tous les abonnements, eau, gaz, électricité, Internet. Et puis, si c'est un appartement, il y a des charges de copropriété. Donc, ça fait quand même pas mal d'argent, oui. Et Corinne, si on veut en rajouter d'autres, il y a tous les coûts peut-être initiaux qui sont là pour équiper le logement. Et donc, du coup, ça fait cher tout ça, non?
Exactement. Dans un premier temps, il faut meubler et équiper le logement. Donc lit, canapé, cuisine, vaisselle, électroménager, etc. Ça fait vite plusieurs milliers d'euros au moment de l'achat, en plus évidemment du prix d'achat. Même si c'est pas des frais de fonctionnement, c'est de l'argent à sortir. Et enfin, oui, et puis après j'arrête. J'ai dégoûté tout le monde. On est déjà tous à découvert là, en vous écoutant. Là, les banquiers sont en train de nous téléphoner le samedi matin à 9h48 là. Voilà, donc non, mais on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi tous les allers-retours qui vont vous coûter de l'argent, que ce soit en essence, en péage ou en billet de train. Avec ce paradoxe, plus vous voudrez vous y rendre pour amortir les autres frais, plus ça vous coûtera en transport. Donc voilà, une résidence secondaire, c'est pas donné. Mais maintenant, on sait qu'un camping-car, c'est pas donné non plus. Bon, Carole, en même temps... Corinne. Oui, c'est vrai. Ah, excusez-moi, Corinne. Corinne, donc en même temps, une résidence secondaire, ça permet aussi de faire des économies sur les locations pour les vacances ou pour les nuits d'hôtel, pour le week-end. Ça dépend un peu de l'usage que vous avez prévu de faire de votre résidence secondaire et c'est une question assez importante à se poser dès le départ. Est-ce que vous cherchez un pied-à-terre à la montagne pour y skier une semaine l'hiver et y passer une autre semaine l'été? Est-ce que vous cherchez un appartement en bord de mer pour y passer toutes les vacances d'été et disons une semaine en mi-saison? Ou est-ce que vous allez y aller plusieurs fois par an, plusieurs mois par exemple, parce que vous êtes à la retraite? Bref, la question de l'occupation, justement, c'est quelque chose qui est très important quand vous définissez votre projet. Il y a plein d'usages différents d'une résidence secondaire, mais dans tous les cas, honnêtement, l'objectif, c'est jamais l'économie. Quand même, s'il y a une économie, elle ne sera pas énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une solution courante, c'est de mettre en location sa résidence secondaire. C'est surtout ça qui va vous permettre de couvrir les frais. Oui, oui. Donc la solution, selon vous, c'est de mettre en location cette maison une partie du temps. C'est vraiment la solution qui va vous permettre de générer des revenus qui, selon les cas, rembourseront une partie, voire l'intégralité des charges, voire ça vous permettra de dégager un petit bénéfice si vous louez beaucoup. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que vous n'y passiez pas trop de temps dans votre résidence secondaire. Si vous y allez tous les week-ends ou tout l'été, il vous restera pas grand-chose à louer. Mais si jamais vous avez quand même laissé votre résidence secondaire vide pendant soit des vacances scolaires, soit des week-ends, là, vous avez assez intérêt à la louer. Parce que si en plus vous êtes dans une destination touristique, mais souvent les résidences secondaires le sont, vous n'aurez pas de difficulté à récupérer un peu d'argent comme ça, et ça peut même devenir rentable. Qu'est-ce qu'on observe en ce moment sur le marché de la résidence secondaire ? La crise sanitaire, encore elle, modifie un petit peu les comportements. Ce sont les notaires qui l'ont relevé dans une étude qu'ils ont publiée à l'automne. D'une part, ils ont observé que les gens qui avaient une résidence secondaire très éloignée de leur résidence principale les mettaient en vente pour en acheter une moins éloignée. L'idée, c'est de pouvoir s'y rendre plus facilement et donc d'en profiter plus souvent. Et d'autre part, on assiste à un petit phénomène de birésidence avec des gens qui n'ont plus d'enfants à charge et qui mettent en vente un grand appartement en ville pour en acheter un plus petit comme simple pied-à-terre et qui s'offrent une belle maison à la campagne. Les deux lieux deviennent leur résidence principale et ils naviguent entre les deux de manière très fréquente, ce qui plaide là aussi pour un achat pas trop éloigné et ne pas s'épuiser en transport. Donc c'est ça, Corinne, votre conseil, c'est si on cherche un lieu pour le week-end. Oui, s'il y a un conseil à retenir, c'est de ne pas acheter trop loin de son domicile pour quand même bien en profiter. On s'en rend souvent pas compte, mais les transports, ça fatigue. En plus, c'est des coûts, je l'ai dit tout à l'heure. Autre conseil, assurez-vous de la qualité du réseau Internet et de la couverture téléphonique si vous êtes amené à télétravailler, évidemment. Mais voilà, le point important, vraiment, c'est de ne pas aller trop loin. C'est l'une des raisons majeures de vente des résidences principales, c'est qu'on a la flemme d'y aller et que finalement, on y va beaucoup moins qu'on pensait. Parce que finalement, en dehors du confinement, quand une résidence secondaire est trop éloignée, au bout d'un moment, on en a vraiment marre de faire le trajet et des coûts que ça provoque. Corinne, rapidement, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur le marché de la résidence secondaire en France ? Eh oui, alors attention, les résidences secondaires, c'est 3,6 millions de logements en France d'après l'INSEE. Pas mal. Ça représente donc 3 millions de propriétaires à peu près. Et oui, il y a des propriétaires qui ont plusieurs résidences secondaires. Oui. Et oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est 12 fois plus qu'en Allemagne. Le cocorico des Français. On a moins de place dans les hôpitaux, mais on a plus de résidences secondaires. Comme quoi, on choisit bien nos priorités en France. On est les champions d'Europe de la résidence secondaire. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est parce qu'on est un super beau pays et que donc, c'est motivant d'acheter des résidences secondaires en France.
Et autre statistique, les propriétaires d'une résidence secondaire, ils passent en moyenne entre 40 et 44 jours par an. Donc on aime bien quand même. Ah, on aime bien, on aime bien la résidence secondaire. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a pas de lit d'hôpitaux, mais on a des résidences secondaires. C'est la version souvent avec des du piscines, pétrole d'ailleurs. 40 ans, 50 ans plus tard. Et bien souvent avec des piscines, n'est-ce pas, Corinne? Exactement, on sait vivre en on France sait quand même. bien, voilà. Bon, merci beaucoup Corinne pour toutes ces informations. On rappelle que vous pouvez aussi, chers auditeurs de Sud Radio, bénéficier de conseils en prenant rendez-vous gratuitement sur pap.fr avec un coach immobilier. Aujourd'hui, on prend la direction de Nice dans les Alpes-Maritimes et on est avec Émilie Loquet, elle est conseillère immobilier chez Foncia Transactions. Bonjour Émilie. Bonjour Marc, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci et vous. Voilà, bah oui, en camping-car, tout va bien. Alors, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter. On vous écoute, c'est un super bien coup de cœur. Exactement. Aujourd'hui, avec notre équipe, on a décidé de vous parler d'un bien d'exception. Un appartement à vendre. Ouais. Oui, voilà. Un Le appartement Prestige. à vendre. Voilà, le Prestige à Nice, sous le soleil. Un appartement à vendre sur l'une des plus belles avenues de Nice. Au cœur du centre-ville, 130 mètres carrés au 5e et dernier étage, dans un magnifique immeuble bourgeois. Donc très lumineux. Très lumineux, vue dégagée, voilà. Gros coup de cœur pour son séjour en rotonde, avec de très belles hauteurs sous plafond. Il offre 3 chambres, dont une superbe suite parentale. Côté extérieur, vous pourrez profiter d'une jolie vue dégagée du balcon filant, accessible par toutes les pièces de l'appartement. Oui, c'est un balcon de au moins 20 mètres carrés, je crois. C'est exact, voilà, 20 mètres carrés filant sur toutes les pièces de l'appartement. À quel prix ce superbe appartement ? 910 000 €, Marc. Ah, c'est moins cher qu'un super camping-car. Avec beaucoup d'options. Avec beaucoup d'options. En tout cas, on était ravis de vous entendre ce matin, Émilie. C'est la première fois qu'on vous avait avec nous dans la bande dont parlons. On espère vous avoir à nouveau à une prochaine reprise. On rappelle également que ce bien, on va pouvoir le découvrir en images sur les réseaux sociaux, notamment cette belle pièce en rotonde. Voilà, vous pouvez également contacter le standard de Sud Radio 0826 300 300 pour en savoir plus. Tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment faire installer la fibre optique dans mon immeuble ? Bonjour Marc. L'installation de la fibre optique dans un immeuble doit respecter certaines règles, comme l'accord préalable de l'Assemblée générale de copropriétaires. Si votre syndic n'a pas déjà fait approuver une résolution en ce sens, chaque copropriétaire peut individuellement demander au syndic que le raccordement de l'immeuble à la fibre optique soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Cette demande est à formuler par lettre recommandée avec accusé de réception. Les copropriétaires voteront alors à la majorité des présents et représentés soit la signature de la convention type de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avec l'opérateur retenu, soit donneront mandat au conseil syndical pour retenir un opérateur. Au sein des immeubles, le déploiement de la fibre est mutualisé pour la rendre accessible à l'ensemble des opérateurs, afin que les habitants puissent choisir leur fournisseur d'accès à Internet. Une fois la convention signée, le fibrage doit être réalisé gratuitement dans un délai maximal de 6 mois. Voilà Marc, sachez que les locataires d'un logement bénéficient eux aussi de ce droit à la fibre. Dans un immeuble en copropriété, les locataires peuvent donc demander à leur bailleur de faire inscrire cette question à l'ordre du jour de leur prochaine Assemblée générale. Merci Frédéric Fougera, et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, en parlant de vous et de Frédéric Fougera, vous sortez un livre Copropriété, 50 questions essentielles, ça sort mercredi, ce sera chez Bréal et on en reparlera bien évidemment. D'ici là, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine et tout de suite, Natacha arrive aux animaux. Potager. Oui. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.